Alors, mon cher Nicolas, l'habitat est un droit, ou le droit d'habiter est un droit fondamental. D'ailleurs, si on regarde bien dans l'article 26 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, on a un droit inaliénable, effectivement, à l'éducation, à l'égalité des chances. Et le logement, c'est aussi le premier marqueur social d'une société. Il a une valeur constitutionnelle, il vise à garantir à tout individu d'avoir un toit sur la tête. Et malgré cela, ce droit, eh bien, Nicolas, il reste inappliqué en France largement. Et on entend beaucoup parler ces derniers temps. En l'absence de caractère contraignant, bien évidemment, ce que je vous propose, c'est que nous en parlions avec une formidable initiative. C'est la création d'une fondation qui a été créée à l'initiative de Isabelle Larochette. Et on a le plaisir d'accueillir d'ailleurs sur le plateau Jean-Luc Brunard. Bonjour Jean-Luc Brunard. Bonjour. Bonjour Sylvain, bonjour Nicolas, et merci à vous deux, Radio Imo et Bismart, de nous faire une place. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, Jean-Luc Brunard, vous êtes agent immobilier, vous avez une longue carrière dans l'immobilier et vous vous êtes complètement investi dans cette fondation bien évidemment que je connais bien. La fondation Abbé Pierre, d'ailleurs, vous vous rappelez, on en a parlé, avait publié son 27e rapport annuel sur l'état du mal logement. Alors, je peux vous dire, franchement, c'est dramatique puisque les résultats sont assez sidérants. Je vais vous demander votre avis sur ce 27e rapport annuel qui a vraiment marqué les esprits. D'ailleurs, dans la matinée où a été publié ce rapport, tous les médias nationaux en ont parlé, les télévisions, les radios. Et peut-on affirmer que la crise du logement, finalement, Jean-Luc, scinde la société en deux parties et finalement que la partie lésée, la pauvreté en fait, l'accroissement de la pauvreté devient de plus en plus importante et bien évidemment de l'action au quotidien que vous menez aux côtés d'Isabelle Larochette. Vaste sujet. Alors, la Fondation Œil le Jour, on en parlera un petit peu plus loin. Elle se veut un ensemble de gens qui viennent de l'immobilier, mais au-delà aussi, de l'habitat, et qui sont avant tout des hommes et des femmes de bonne volonté qui veulent apporter leur contribution au mieux logement, leur brique à l'édifice, comme on dit. À ce titre, nous souhaitons, et depuis l'origine, réunir le plus grand nombre, parce que ces causes n'ont pas de couleur ou d'étiquette politique, et la Fondation est effectivement sur ce champ très ouvert. Pour autant, tu l'as dit, tout est politique. Alors, pour revenir à la question sur le rapport de l'abbé Pierre, j'avais moi-même modestement fait une tribune aussi à la suite de la publication de ce rapport qui, je le cite, disait en titre le logement, le parent pauvre du quinquennat. Bon, voilà. 4 millions de mal logés, et c'est un chiffre qui est hélas récurrent et qui s'aggrave, à l'intérieur duquel il y a 300 000 SDF, je précise, parce que parfois le grand public a tendance à penser que les problèmes de logement sont des gens qui sont dehors. Mais hélas, c'est bien au-delà, bien plus que ça, et un certain nombre de points qu'on va sans doute évoquer. On peut peut-être rappeler justement la différence entre mal logé et personnes vivant dehors. Les mal logés relèvent de plein d'autres catégories. C'est des gens qui peuvent être soit logés en attendant dans leur famille, soit en situation de surpeuplement dans des logements. Soit sur du logement indécent. Soit sur du logement indécent, soit avec des difficultés aussi de pouvoir honorer une charge locative à hauteur de leurs besoins en logement. Donc c'est tout ça. Et il faut aussi donner une précision, c'est aussi valable dans l'urbain. On a l'habitude aussi de parler des grandes métropoles et des quartiers, mais c'est aussi dans le rural avec des personnes âgées qui sont dans des biens indécents, même s'ils peuvent en être propriétaires, et qui aujourd'hui peinent, et depuis un moment déjà, à se chauffer. Voilà. Comment fonctionne la Fondation donc ? Alors, je sais que vous collectez, parce que je l'ai fait avec vous, donc vous collectez beaucoup d'argent à droite et à gauche, notamment avec les réseaux où vous êtes présents. Et après, vous gérez, vous administrez des dossiers, vous distribuez cet argent. Comment ça se passe ? Alors voilà, nous la Fondation est une petite structure avec une coordonnatrice permanente qui est financée d'ailleurs par un de nos partenaires. Elle a vocation à mobiliser l'ensemble des professionnels de l'immobilier et au-delà. On a fait notamment une opération, par exemple, en fin d'année dernière avec But, l'enseigne, là, c'est un exemple. Mobiliser toutes ces personnes pour collecter des dons. C'est vraiment le nerf de la guerre. On a plein d'associations sur le terrain qui sont formidables, compétentes, qui passent leur journée, leur week-end, mais
qui ont besoin à la fois d'argent, acheter des matériaux, du matériel, mais c'est aussi à travers ça une forme de soutien aussi et de reconnaissance et parfois de contribution à la visibilité du travail de ces associations, parce que il faut que tout le monde se retrousse les manches, que chacun apporte sa contribution et que ce soit, encore une fois, complètement transverse. On a dans nos partenaires toutes les enseignes, des fédérations professionnelles, etc. Mais la Fondation doit être le lieu où on est tous ensemble, main dans la main, sur ce sujet de la solidarité. Alors, effectivement, on verse régulièrement des dons. Je ne sais pas si j'en parle maintenant, en fonction de cette collecte. Et ces dons sont attribués en fonction de la nature des dossiers qu'on vous présente. Exactement. Alors, on est strictement dévolu, nous, aux questions du logement. Donc, on ne finance pas de l'accompagnement social, etc. Et Dieu sait qu'il y a du besoin, mais nous, notre travail, c'est du logement, de la réhabilitation de logement, de l'amélioration de confort de logement. Là, société nouvelle pour le logement, je crois que c'est ça le terme. On a financé une chaudière collective pour un hébergement, par exemple. On aide sous toutes ces formes, ce qui peut aider pour ces améliorations de logement. On a aidé là les Restos du Cœur, mais dans leur activité logement en Gironde. On a soutenu aussi dernièrement la Fondation Abbé Pierre avec un don pour le logement. Donc voilà, nous, on est là-dessus. Les dons, le soutien et la visibilité, on ne gère pas par nous-mêmes, on en serait bien incapable. On est tous des professionnels par ailleurs et des bénévoles, en dehors de Marie, notre coordinatrice, et donc chacun son rôle. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, parce qu'effectivement, rétrospectivement, on a un président de la République qui a gagné qui a été reconduit dans ses fonctions, donc pour un deuxième mandat, dont on espère d'ailleurs que ce sera un mandat marqué par le logement, mais c'est plutôt mal parti quand même a priori. Il faut faire un bilan critique de ce mandat, de ce quinquennat qui s'est écoulé. Vous l'avez rappelé, Christophe Robert avait titré son 27e rapport « Le pauvre du logement ». Le choc de l'offre ne s'est pas produit, clairement, pour être très clair. Et en plus, vous êtes agent immobilier, donc vous connaissez bien le marché. Et on a vu des situations se dégrader à deux niveaux. Une envolée des prix de la location depuis les 5 dernières années, avec, pour vous donner une idée, un pouvoir d'achat qui, lui, n'a cru que de même pas un tiers du volume total de l'augmentation. Si on voulait concocter une gilet jaunisation à terme du logement, on s'y prendrait pas plus mal. Quel est votre avis sur la question ? Totalement d'accord, Sylvain, totalement. Juste d'un mot, le rapport de l'abbé Pierre, il faut bien l'avoir en tête, ça met en avant une superposition, parce qu'on parle beaucoup de la crise sanitaire, mais les difficultés de logement sont là depuis bien plus longtemps, oui, elles s'accroissent, et la crise sanitaire est venue superposer des nouvelles difficultés par rapport au logement et de l'autre côté par rapport à l'aggravation de la pauvreté. Alors effectivement, on arrive avec ce quinquennat où le logement a été oublié, encore plus dégarni, je pense, dans nos politiques publiques, et on ne peut que souhaiter et espérer que le quinquennat qui arrive... Jean-Luc, on a une infographie qui est passée, le constat est sans appel, doublement des personnes sans domicile fixe depuis 2012. 2012, à l'aube d'une crise immobilière qui n'augure rien de très joyeux finalement, quand on y réfléchit. Ouais, on évoquait le choc de l'offre, ça me fait sourire mais jaune, parce que c'est une discussion que j'avais eue avec la représentante au Parlement à l'époque, il y a 4-5 ans. C'était Amélie de Montchalin qui m'avait dit « Mais monsieur Brunard, on va justement préparer un choc de l'offre. » Alors j'aurais ô combien préféré me tromper, mais... Elle a eu un choc, elle n'a pas été réélue. Mais s'agissant du logement, une baisse de la construction à des niveaux historiquement bas, quand même. Les choses qui ont été un peu évidemment médiatisées parce qu'elles ont créé beaucoup d'émotions avec d'entrée de jeu la baisse de l'APL, mais des choses qui ont été peut-être plus discrètes, etc., sur les PTZ, etc. Enfin, autant d'éléments qui... On y reviendra peut-être tout à l'heure pour l'avenir, mais qui n'étaient pas de nature non plus à rassurer les opérateurs, de voir ces signaux d'un abandon, j'allais dire mépris des questions de logement, autant d'éléments qui sont venus
en rajouter, Mais alors- et tout ça en plus avec un contexte sanitaire, etc. Et on a d'autres défis aujourd'hui. On va sans doute en reparler pour l'heure où on se parle et surtout les mois ou les années qui viennent. Bah, bien Je sûr, suis c'est- encore plus inquiet. Il nous reste un petit peu de temps, pas beaucoup, mais qu'est-ce Ah. qu'est-ce qu'on peut faire à l'avenir, justement, selon vous, pour Alors, je vais- régler cette crise du Je vais logement? compléter la question de Nicolas. Amélie de Montchalin, un petit tacle, c'est bien, a été remplacée par 2 ministres. Au début, on ne savait pas. Oui, exact. On avait Amélie de Montchalin, 5e dans le rang protocolaire des ministres du gouvernement. Pas de bol, elle n'a pas été réélue à son poste de député. Christophe Béchu, maire d'Angers, et Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois. Béchu à l'aménagement, cohésion du territoire, et Olivier Klein, qui est un maire bâtisseur. Alors la question, Absolument. à l'instar de ce que nous dit Nicolas, avec ce nouveau ministre, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'on va faire? 2 élus, 2 maires, c'est une bonne chose. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais Olivier Klein a un parcours. Il est aussi le président de l'ANRU depuis plusieurs années. Sa ville est une ville très modeste, c'est le moins qu'on puisse dire. Un maire bâtisseur. Et un maire bâtisseur, un maire qui connaît les enjeux des quartiers. Les échos, d'ailleurs, sont généralement très positifs sur cette nomination, avec effectivement, puisqu'il faut, sur les questions de logement, j'allais y venir, mais les questions de logement, c'est forcément du long terme. Il faut donner un cadre au moins sur 10 années, il faut baliser les choses si on veut que ça se mette en mouvement. Et c'est d'arriver avec ce tandem à l'aménagement du territoire, mais aussi les actions directes sur le logement. C'est ce que mon vœu le plus cher. J'attends de voir, parce que il faut aussi... on a eu des ministres gentils et de bonne volonté dans le quinquennat précédent en matière de logement. Pour autant, je ne reviens pas sur ce qu'on s'est dit, encore faut-il qu'ils soient entendus, écoutés. Mais est-ce que c'est possible, quand vous parlez d'un horizon 10 ans, alors que les gouvernements sont élus pour 5 ans, justement de mettre en place une politique de long terme en matière de logement? Eh bien, il le faudrait. Parce qu'on n'a pas d'autre solution que ça aujourd'hui, parce que le temps passe, je veux quand même dire qu'on a des vrais enjeux de baisse des coûts du logement. Ça veut dire quoi? L'accession, le locatif. Et en tant qu'agent immobilier, on n'a pas le temps de s'expliquer, mais strictement contre les plafonnements ou les encadrements de loyers, parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais ça va encore retirer du logement disponible. Donc l'accession, le locatif, et puis maintenant les charges. Et avec l'augmentation des coûts de l'énergie, c'est catastrophique. Il faut donc garantir aux investisseurs, c'est-à-dire les institutionnels bien sûr, mais aussi les personnes privées. Je suis un fervent défenseur des bailleurs privés parce qu'on nous dit que quelques bailleurs privés ont beaucoup de parcs locatifs, mais moi je dis l'inverse. Beaucoup du parc locatif est aujourd'hui, j'allais dire, avec des propriétaires qui ont un logement, qui est un complément pour leur retraite, etc. Et quand aujourd'hui, ils se trouvent soit encadrés dans leur loyer, soit là avec des défis aussi, on n'en a pas parlé, tellement de choses à dire, de logements qui vont peut-être être passoires thermiques parce que classés F et G. Moi, je vais vous dire, ma fille étudiante vient de quitter son logement. Il est classé passoire thermique. Des centaines de milliers de gens, j'ose le dire, en France, rêveraient d'être dans un logement comme ça. Dans quelques mois, il n'y a plus le droit d'avoir une augmentation de loyer. Dans quelques années, il est interdit à la location. Il faut vraiment... Même si on partage tous les enjeux écologiques, et loin de moi l'idée de repousser, mais je dis qu'est-ce qu'on fait pour que ces logements ne se retrouvent pas en stand-by, viennent en rajouter encore aux milliers, centaines de milliers de mètres carrés qui sont vacants. C'est tout ça les défis aujourd'hui. Et puis renouveler la ville, essayer de construire sur elle-même, transformation de bureaux en logements. Vous voyez qu'il y a matière et c'est forcément du long terme. Et on va devoir malheureusement s'arrêter là-dessus, mais c'est sûr qu'il y a matière. Merci beaucoup Jean-Luc Brulard. Je rappelle que vous êtes cofondateur de I Love You. Merci d'être venu sur le plateau de la Côte Imo. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de la Côte Imo.